Héctor Souza était l'un de ces hommes dont on parlait souvent dans les journaux. Son visage apparaissait dans des magazines prestigieux, et son nom figurait autrefois dans la célèbre liste de Forbes. On l'appelait le millionnaire au grand cœur. En effet, il n'était pas seulement riche, il était aussi philanthrope. Depuis les années 90, il consacrait une grande partie de sa fortune à des campagnes pour distribuer nourriture, vêtements et soins médicaux aux familles les plus pauvres du Mexique et d'autres pays d'Amérique latine. Mais ce jour-là, Hector n'était pas dans son bureau luxueux à Mexico, ni dans une salle de conférence entourée d'hommes d'affaires. Il se trouvait sur un bateau touristique, une embarcation élégante qui reliait l'île de Coronado à San Diego, en Californie. Assis à côté de lui se trouvait Margarida, sa fille unique, une jeune femme qui venait de fêter ses 18 ans. Elle portait une robe d'été légère et observait l'océan Pacifique avec un mélange d'ennui et de fascination. Hector, lui, semblait serein. Il avait accepté de prendre une semaine de vacances rien que pour sa fille. Pour cette occasion, il avait même sollicité l'aide d'un ami à lui, directeur d'une chaîne d'hôtels de luxe en Californie, afin que le séjour soit parfait, digne d'une princesse. Margarida rêvait depuis longtemps de découvrir la côte ouest américaine, Disneyland, Los Angeles, les parcs aquatiques. Hector voulait que ce moment reste gravé dans sa mémoire. Tout semblait se dérouler parfaitement. Mais soudain, au moment où le bateau approchait du port, Hector posa instinctivement la main dans la poche de son pantalon. Un froncement de sourcils apparut aussitôt sur son visage. Il chercha, fouilla, changea de poche, puis se leva, inquiet. Sa fille, intriguée, demanda « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?»« Ma portefeuille, elle n'est plus là. » Le cœur d'Hector se serra. Ce n'était pas seulement une simple perte matérielle. Cette petite pièce de cuir contenait son argent liquide, ses cartes de crédit et plusieurs documents essentiels. Pour un homme ordinaire, ce serait déjà une catastrophe. Pour un millionnaire, habitué à être entouré de sécurité et de contrôle, c'était aussi une blessure à son orgueil. Margarida le regarda avec incrédulité. « Tu avais dit de ne pas aller dans ce quartier pauvre de Coronado. Évidemment qu'on t'a volé là-bas. » Elle prononça ces mots avec un ton de reproche, presque de colère. Pour elle, la visite d'un bidonville en plein jour, le jour même de son anniversaire, avait déjà été une mauvaise surprise. Et maintenant, voilà que cette excursion semblait avoir coûté cher. Mais Hector secoua la tête avec calme. « Ne conclus pas trop vite, ma fille. J'ai peut-être laissé tomber la portefeuille ici, sur ce bateau, ou ailleurs. Nous ne savons pas encore. »« Papa, regarde autour de toi. Tu crois que ces touristes bien habillés et pleins d'appareils photo n'auraient pas déjà rendu la portefeuille si quelqu'un l'avait trouvée ? Non, elle a disparu, c'est tout. » Hector soupira, regarda l'horizon et dit simplement « Peu importe où elle se trouve, j'espère seulement que la personne qui l'aura trouvée aura l'honnêteté de me la rendre. » Margarida détourna le regard. Elle ne comprenait pas cette confiance, cette naïveté apparente. Elle avait grandi dans le confort, sans jamais manquer de rien, et pensait que le monde était divisé entre ceux qui possèdent et ceux qui veulent profiter. Mais pour Hector, les souvenirs de son enfance modeste au Mexique étaient encore vivants. Il savait que la pauvreté n'effaçait pas la dignité. 2 heures plus tard, père et fille étaient de retour dans leur suite luxueuse. Le soleil de Californie baignait la baie vitrée d'une lumière dorée, mais l'ambiance dans la chambre était lourde. Hector avait déjà contacté la compagnie du bateau. Aucun portefeuille trouvé. Les employés avaient fouillé, interrogé les passagers. Rien. Margarida, elle, bouillonnait. « Tu vois, j'avais raison. Ces gens t'ont utilisé, papa. Tu es allé leur acheter une babiole dans leur quartier misérable, et voilà le résultat. »« Margarida, » répondit doucement Hector, « je t'aime. Mais tu dois apprendre, la vie ne m'a pas toujours souri. Moi aussi j'ai connu la faim. Moi aussi j'ai dû travailler dès 14 ans pour aider ma famille. Et je peux t'assurer que parmi les pauvres, j'ai rencontré plus de cœurs honnêtes que chez bien des riches. » Il raconta alors à sa fille des souvenirs qu'elle ne connaissait à peine. Ses parents modestes à Mexico, son travail d'adolescent dans un grand magasin, les années d'efforts pour gravir les échelons, ses études commencées tardivement, et surtout l'amour de sa vie, sa femme emportée par la maladie malgré toute sa fortune. Ces récits, Margarida les écouta en silence. Au fond d'elle, elle sentait une fissure. Elle avait toujours admiré son père, mais n'avait jamais compris pourquoi il se consacrait tant à aider les autres. Ce soir-là, elle commençait à entrevoir une réponse. Le lendemain matin,
Alors que le soleil commençait à peine à réchauffer la baie de San Diego, le téléphone de la suite sonna. Hector décrocha, surpris. Une voix hésitante, fluette, presque enfantine, se fit entendre à l'autre bout du fil. « Monsieur, j'ai votre portefeuille. Si vous voulez le récupérer, venez à cette adresse. » L'enfant donna une localisation modeste, loin des zones touristiques. Hector sentit une vague d'espoir. Mais Margarida, en entendant l'échange, pâlit. « Mais papa, c'est sûrement un piège. Comment peux-tu croire une voix inconnue ?»« Parce que parfois, ma fille, il faut savoir faire confiance. » Et sans plus hésiter, Hector demanda à son garde du corps de les accompagner. 3 silhouettes quittèrent alors le confort de l'hôtel 5 étoiles pour se diriger vers un quartier pauvre, où les ruelles étroites racontaient une autre Amérique, bien différente de celle des cartes postales. Hector Souza était un homme dont le nom résonnait dans les cercles financiers du Mexique et bien au-delà. Millionnaire reconnu, investisseur avisé et philanthrope de renom. Il avait construit un empire en partant presque de rien. Sa silhouette distinguée et ses cheveux grisonnants inspiraient respect et curiosité partout où il allait. Mais au-delà de ses affaires, Hector était surtout connu pour ses actions humanitaires qui touchaient des milliers de vies en Amérique latine. Ce jour-là, il ne se trouvait pas dans une salle de conférence ni dans un bureau luxueux de Mexico City, mais sur une belle balsa touristique qui longeait la côte de San Diego, en Californie. L'air marin, chargé de sel et de fraîcheur estivale, lui caressait le visage. À ses côtés se trouvait sa fille, Margarida Souza, qui venait tout juste de célébrer ses 18 ans. Le voyage aux États-Unis avait été son souhait, son cadeau d'anniversaire. Et Hector, malgré ses nombreuses responsabilités, n'avait pas hésité à tout organiser pour elle. Depuis 3 jours déjà, père et fille profitaient des merveilles du pays voisin. Ils avaient visité Disneyland, parcouru Los Angeles et s'étaient émerveillés devant les rues bordées de palmiers et les plages dorées. Maintenant, ils découvraient San Diego et ses environs, avec une énergie joyeuse qui convenait parfaitement à l'esprit d'une célébration. Pourtant, Hector, fidèle à ses convictions profondes, avait tenu à inclure dans son itinéraire quelque chose de plus significatif que des attractions touristiques. Il avait insisté pour visiter le quartier modeste de Coronado, où vivait une communauté mexicaine nombreuse, souvent dans des conditions précaires. Pour lui, ce genre de rencontre rappelait toujours d'où il venait, et il souhaitait partager cette expérience avec sa fille. Margarida, en revanche, n'avait pas vraiment apprécié ce détour. Elle aurait préféré consacrer son anniversaire à des sorties amusantes, à des restaurants chics, à des boutiques ou à des parcs aquatiques. Elle avait accepté la visite du quartier pauvre sans enthousiasme, uniquement pour ne pas contrarier son père. Sur la balsa, tout semblait aller parfaitement bien, jusqu'à ce que Hector glisse la main dans sa poche et réalise, avec une brusque montée d'adrénaline, que sa cartera avait disparu. Il chercha rapidement dans les autres poches de son pantalon, dans la veste qu'il avait posée sur une chaise et même dans le petit sac de sa fille. Rien. La panique, d'abord silencieuse, commençait à se peindre sur son visage. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Margarida inquiète. « Ma cartera. Elle n'est plus là. » À cette nouvelle, le cœur de la jeune fille bondit. Elle connaissait la valeur de ce portefeuille. Non seulement il contenait une grosse somme d'argent liquide, mais aussi plusieurs cartes de crédit indispensables pour les prochains jours. Sans elle, leur plan de voyage risquait d'être compromis. Hector tenta de se rappeler la dernière fois où il l'avait utilisé. « Je crois que c'était tout à l'heure sur l'île. J'ai acheté un petit souvenir à un des marchands du quartier. » Margarida leva les yeux au ciel. « Tu vois, papa, je te l'avais dit. C'est évident, quelqu'un t'a volé là-bas. Tu crois encore que c'est un endroit sûr ?» Son ton était accusatoire, teinté d'un mélange de peur et de frustration. « Calme-toi, ma fille. Je ne suis pas certain d'avoir été volé. Il est possible que je l'ai simplement fait tomber, ici même, sur ce bateau, ou ailleurs. Attendons. Peut-être que quelqu'un le trouvera et nous contactera. » Mais Margarida n'était pas convaincue. Elle regarda autour d'elle, scrutant les passagers. « Regarde les gens ici, papa. Tu crois vraiment que si quelqu'un avait trouvé ton portefeuille, il ne nous l'aurait pas déjà rendu ?» Hector soupira et se contenta de hausser les épaules. Son regard s'égara vers l'horizon, où les vagues s'écrasaient doucement contre la coque de la balsa.
Malgré son inquiétude, il essayait de garder une certaine sérénité. Au fond de lui, il espérait encore que son portefeuille reviendrait entre ses mains. De retour à l'hôtel, après que le bateau eut accosté, Hector fit immédiatement appel aux employés du service touristique. Ceux-ci fouillèrent la balsa de fond en comble, mais aucune trace de la Cartera. Les heures passaient, et aucune nouvelle n'arrivait non plus sur son téléphone. Margarida, de plus en plus nerveuse, finit par exploser. « Papa, il faut que tu ouvres les yeux. On t'a volé, et tu ne veux pas l'admettre. Ces gens-là profitent de toi. Tu t'es laissé berner par ta naïveté et ta charité. Et voilà le résultat. Le jour de mon anniversaire est gâché. » Ces mots, durs et amers, frappèrent Hector en plein cœur. Mais il resta calme. « Margarida, ma fille, je t'aime. Mais tu dois apprendre que la vie n'est pas toujours comme tu la vois. Tu crois que je suis né riche? Tu crois que ma vie a toujours été facile ?» Et alors, doucement, il commença à lui raconter son passé. Son enfance dans un quartier modeste de Mexico, sa mère cuisinière et son père tailleur. Ses premiers emplois à 14 ans pour aider aux dépenses familiales. Il lui rappelait les longues heures dans une boutique de vêtements, les blouses bondées qu'il devait prendre chaque matin, les repas qu'il sautait faute d'argent. « J'ai travaillé dur, Margarida, » dit-il avec émotion. « Mais j'ai aussi eu de la chance. Et cette chance, je n'oublie jamais d'où elle vient. C'est pour cela que j'aide les autres, parce qu'un jour, moi aussi, j'aurais aimé qu'on m'aide. » La jeune fille, d'abord silencieuse, finit par baisser les yeux. Elle ne connaissait pas tous ces détails de la jeunesse de son père. Cette nuit-là, dans leur chambre d'hôtel 5 étoiles, l'ambiance resta lourde. Margarida réfléchissait aux paroles de son père, tandis qu'Hector, bien qu'inquiet, continua de croire qu'un miracle pouvait encore se produire. Et le miracle arriva. Le lendemain matin, après cet appel inattendu, Hector se réveilla avec une étrange sensation d'espoir. Il avait à peine dormi, obsédé par la disparition de sa Cartera, mais cette voix d'enfant résonnait encore dans sa mémoire, comme une promesse fragile. Était-ce vraiment possible ? Dans un monde où l'argent égaré disparaît souvent en quelques secondes, un garçon, manifestement pauvre, avait trouvé son portefeuille et décidait de le rendre intact. Margarida, encore méfiante, fronça les sourcils. « Papa, tu ne peux pas croire à ça si facilement. Peut-être qu'il s'agit d'un piège. Peut-être que quelqu'un veut t'attirer dans un endroit dangereux pour te voler davantage. » Hector hocha la tête, calmement. « Je comprends ton inquiétude, ma fille, mais je dois vérifier. Et si c'est bien un enfant honnête, alors c'est une grande leçon de vie, pour toi comme pour moi. » Ils se préparèrent rapidement. Hector appela également son garde de corps, Ramirez, un homme robuste et discret, qui l'accompagnait dans tous ses voyages. Ensemble, ils quittèrent l'hôtel et suivirent les indications données par téléphone. Le taxi les conduisit à travers des quartiers de plus en plus modestes, loin des zones touristiques et luxueuses. Les rues devinrent étroites, bordées de maisons délabrées, de murs fissurés et de graffitis colorés. Ici et là, des enfants jouaient au ballon pieds nus, des femmes vendaient des fruits sur des étals improvisés et des hommes discutaient à l'ombre de vieux arbres. Margarida observait tout cela avec une expression crispée. « Je l'avais ça vu, papa. Regarde cet endroit. Ce n'est pas sûr. On aurait dû prévenir la police. » Hector posa doucement une main sur l'épaule de sa fille. « Fais-moi confiance. La vie ne se résume pas aux hôtels et aux restaurants de luxe. Regarde autour de toi. Ces gens vivent avec peu, mais ils survivent. Ils sourient, ils partagent. Il y a une dignité dans leur lutte. » Ramirez, lui, restait attentif, ses yeux balayant les ruelles, à la recherche de signes suspects. Enfin, le taxi s'arrêta devant une petite maison de fortune, faite de planches mal ajustées et de tôles rouillées. Une porte branlante, une fenêtre recouverte d'un tissu déchiré, tout indiquait une pauvreté extrême. Hector descendit du véhicule, suivi de Margarida et du garde du corps. À peine eurent-ils fait quelques pas qu'un garçon d'environ 10 ans sortit timidement de la cabane. Le garçon avait des cheveux noirs en bataille, des vêtements usés et trop grands pour lui, et des pieds nus salis par la poussière de la rue.
Dans ses mains, il tenait précieusement le portefeuille en cuir d'Hector. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait encore de ne pas être cru, puis, levant les yeux vers Hector, il tendit la main. « Seigneur, voilà votre cartera. Je l'ai trouvé hier près du marché. Je n'ai rien touché. Tout est encore là. » Hector, ému, prit le portefeuille et l'ouvrit immédiatement. À sa grande surprise, chaque billet, chaque carte, chaque document était intact. Pas un centime ne manquait. Il resta sans voix quelques instants, puis posa sa main sur le garçon. « Comment t'appelles-tu, hijo ?»« Pedro, » répondit-il d'une voix basse. « Pedro, tu viens de me donner une leçon plus précieuse que tout l'argent du monde. Dis-moi, pourquoi as-tu choisi de me le rendre, alors que tu aurais pu le garder ?» Il baissa les yeux, puis répondit d'un ton un peu hésitant. « Parce que ce n'est pas à moi, et ma mère m'a toujours dit que voler, même quand on a faim, c'est perdre son âme. Nous n'avons pas grand-chose, Seigneur, mais nous avons notre dignité. » Ces mots frappèrent Hector en plein cœur. Derrière lui, Margarida, interloquée, restait figée. Jamais elle n'aurait imaginé entendre de telles paroles sortir d'un enfant pauvre. Hector alors demanda « Et où est ta mère ?» Pedro hésita un instant avant de répondre, de la voix tremblante. « Elle est malade, elle ne peut plus travailler. Alors je vends des bonbons dans la rue pour acheter un peu de nourriture. » Il les invita d'un geste timide à entrer dans sa cabane. L'intérieur était sombre et exigu. Une seule pièce avec un vieux matelas posé à même le sol, quelques casseroles cabossées et un seau d'eau. Dans un coin, une femme amaigrie, au visage fatigué mais doux, était allongée. Elle toussait faiblement. « Maman, voici le seigneur dont je t'ai parlé, celui à qui j'ai rendu le portefeuille, » dit Pedro avec fierté. La femme leva difficilement la tête et murmura « Seigneur, pardonnez-nous si notre maison est humble, mais sachez que mon fils a un cœur pur. J'ai prié toute la nuit pour qu'il fasse ce qui est juste. Merci d'être venu jusqu'ici. » Hector sentit ses yeux s'humidifier. Cette scène, cette pauvreté brute, contrastait violemment avec le luxe auquel il était habitué. Margarida, restée silencieuse jusque-là, s'approcha enfin. Elle regarda Pedro, ses mains minces, ses yeux fatigués mais lumineux. Puis elle observa la mère couchée sur ce matelas trop impense. « Papa, c'est terrible. Comment peuvent-ils vivre comme ça ?» murmura-t-elle bouleversée. Hector lui répondit doucement. « C'est la réalité, ma fille. Voilà pourquoi je n'oublie jamais d'où je viens. Voilà pourquoi je tends la main aux autres. Toi qui croyais que les pauvres ne savent que voler. Regarde ce garçon. Il vient de nous prouver le contraire. » Margarida sentit ses joues rougir de chante. Elle revit ses paroles de la veille, son accusation contre les gens du quartier. Elle comprit à cet instant que son père avait raison. Avant de quitter la cabane, Hector prit Pedro dans ses bras. « Tu es un exemple pour nous tous, hijo. Je ne t'oublierai jamais. Je te promets que je reviendrai et que je ferai quelque chose pour toi et ta famille. » Pedro, surpris, resta figé quelques secondes avant de sourire timidement. Dehors, en montant dans le taxi, Margarida prit enfin la main de son père. Ses yeux brillaient. « Papa, je crois que c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'aurais pu recevoir. Une vraie leçon de vie. » Hector serra sa main, profondément ému. Il savait que ce jour resterait gravé dans leur mémoire. Le trajet jusqu'à l'adresse donnée par téléphone les avait menés hors du circuit des cartes postales. Les buildings laissaient place à des rues plus étroites, bordées de petites maisons simples, parfois décrépites, parfois fraîchement repeintes d'une couleur vive pour chasser la grisaille. Le soleil de fin d'après-midi allongeait des ombres fines, et l'air tiède portait l'odeur d'un dîner en train de mijoter quelque part. Ramirez, le garde du corps, ralentit près d'un croisement poussiéreux. Hector vérifia l'adresse griffonnée sur un bout de papier. « C'est ici », dit-il doucement.
Le quartier n'était pas dangereux à première vue, mais on y devinait des vies serrées, des budgets à l'os, des lendemains à gagner au jour le jour. Margarida, nerveuse, balaya les alentours du regard. Chaque scooter qui vrombissait près d'eux lui donnait un petit sursaut. Elle resta pourtant silencieuse, retenant les mots durs de la veille. Ramirez sortit le premier et frappa dans ses mains près d'un portail bas de mailles métalliques. Du côté de la cour, des pas rapides. Puis un garçon maigrelet, les cheveux bruns en bataille, apparut. Il n'avait pas l'air farouche, seulement timide, avec cet éclat vigilant dans les yeux qu'ont les enfants qui ont trop vu pour leur âge. Dans ses mains, la cartera de Hector, le cuir reconnaissable, un peu poussiéreux, mais en bon état. « Seigneur !» dit-il avec ce mélange d'espagnol et d'anglais des rues frontalières. « Voilà votre portefeuille. » Ramirez prit l'objet par précaution, revint jusqu'à la porte arrière de la voiture et le tendit à Hector. Celui-ci l'ouvrit tout de suite, le cœur battant. Toutes les cartes, tous les documents, chaque billet était là intact, pas un centime manquant. Hector sentit sa poitrine se dénouer dans un long soupir. Il descendit de la voiture, Margarida l'imita, un pas derrière lui. « Merci, hijo. Comment tu t'appelles ?»« Paul, » répondit le garçon, baissant un peu la tête, comme s'il n'osait pas recevoir la gratitude. « Paul, » répéta Hector avec chaleur, « tu m'as évité bien des ennuis. Merci d'avoir rendu ce qui ne t'appartenait pas. » Le garçon hésita, serra les lèvres, puis demanda d'une voix presque inaudible, « Seigneur, vous pourriez me donner $2 ?» La phrase claqua dans l'air. Margarida, crispée par sa peur, éclata d'un rire nerveux qui sonnait comme un écran de défense. « Tu vois, papa ?» lança-t-elle, la voix trop haute. « Je te l'avais dit, heureusement qu'on a un garde du corps. »« Quel est le problème, Phila ?» demanda Hector sans quitter Paul des yeux. « Le problème ? Donne-lui donc tout ton argent avant que ses comparses débarquent. Allons-nous-en !» Le visage de Paul se décomposa. Il se mordit la lèvre, rougit jusqu'aux oreilles, puis rassemblant son courage, expliqua d'une traite « Ce n'est pas ça, señora. Je n'ai pas de téléphone. Pour vous appeler, j'ai dû utiliser le seul argent que j'avais. Je passais la nuit à demander dans la rue, mais je n'ai rien obtenu. Alors j'ai utilisé mes $2, l'argent que je gardais pour acheter un petit gâteau à ma sœur. Demain, c'est son anniversaire. » Les mots restèrent suspendus quelques secondes, comme s'ils cherchaient une place dans le silence. Margarida sentit une brûlure monter à ses yeux. Sa main glissa instinctivement vers sa poitrine. C'était aussi le jour de son propre anniversaire. Cette coïncidence fit vibrer quelque chose en elle, une corde sensible qu'elle ne savait pas nommer la veille encore. Hector, lui, s'accroupit devant Paul pour être à sa hauteur. « Tu vis ici ?» Le garçon secoua la tête. « Non, on n'a plus d'appartement depuis plus d'1 an. Je vis avec ma mère, Elisabeth, et ma petite sœur Cindy. La nuit, il y a un endroit à quelques rues ici où des sans-abri dorment. On essaie de rester ensemble. » « Et tu te souviens d'avoir fêté ton anniversaire, toi ?» demanda Hector doucement. « Une fois, quand on avait encore notre petit logement, maman avait fait un gâteau, tout petit, mais c'était le plus beau jour. J'aimerais que ma sœur ait la même joie. » Juste un gâteau, des bougies. La simplicité de ce souhait traversa Margarida comme une flèche. Elle revit ses propres caprices d'adolescente, un dîner raffiné, des photos, des boutiques, et pensa à ce gâteau que ce garçon avait préféré sacrifier pour rendre un portefeuille bien rempli, au risque de ne rien offrir à sa sœur. Elle inspira, fouilla dans la cartella d'Hector, après un signe de tête approbateur de son père, et en sortit 3 billets de $100. Elle les posa dans la main de Paul, sans théâtralité, mais avec une gravité nouvelle. « Paul, » dit-elle d'une voix claire, « utilise cet argent pour acheter des vêtements pour toi, ta mère et Cindy. Sinon, je crains que vous n'entriez même pas dans le hall de l'hôtel demain. Viens, tous les 3, à cet endroit. » Elle lui tendit la carte de leur hôtel 5 étoiles. Les yeux du garçon s'agrandirent éberlués. « Dans un hôtel ?»« Demain, » répéta doucement Margarida.
c'est l'anniversaire de ta sœur. On fêtera ça. » Hector posa sa main sur l'épaule de sa fille. Son regard disait merci et fierté en même temps. Il se tourna vers Paul. « Hijo, tu nous as appris aujourd'hui ce que valent 2 $, l'honnêteté et l'amour d'un frère. À demain. » Ils prirent congé. Ramirez remonta en voiture, jeta un dernier coup d'œil circulaire, puis s'engagea dans la rue étroite. Margarida resta la tête tournée vers Paul, qui serrait encore les billets et la carte de l'hôtel comme si elle pouvait s'envoler. Dans l'habitacle, Hector rompit doucement le silence. « Alors, Feya, et si on annulait le grand dîner de ce soir ?» Margarida eut un sourire humide. « Papa, ce qu'on aurait dépensé en une seule soirée nourrirait la famille de Paul pendant 1 mois. Rentrons. On commandera une pizza et on planifiera demain. » Hector acquiesça, les yeux brillants. La leçon qu'il s'était efforcé de transmettre depuis des années venait de germer en plein cœur de sa fille. À l'aube, Hector confirma la logistique avec son ami. Table fleurie, guirlandes colorées, musique légère et invitations courtoises aux familles présentes à l'hôtel. Margarida composa une petite carte où on écrivait « Aujourd'hui, nous célébrons Cindy. Rejoignez-nous ». On la fit glisser sous les portes des chambres familiales. Pendant ce temps, au bout de la ville, Paul, Elisabeth et Cindy prenaient le bus après être passés dans une boutique de vêtements, de quoi s'habiller proprement, dignement, et garder un peu d'argent pour un vrai petit déjeuner, le premier depuis plus d'1 an. Elisabeth avait les mains qui tremblaient en lissant la robe de Cindy. Elle n'était jamais entrée dans un hôtel 5 étoiles. « Maman, tu crois qu'ils vont nous laisser entrer ?» chuchota Paul, serrant la carte de l'hôtel. « Oui, hijo », répondit Elisabeth avec un sourire qu'elle voulait rassurant. « Aujourd'hui, c'est le jour de ta sœur. » Le bus s'arrêta devant la façade imposante. Ils descendirent, intimidés, et franchirent le seuil. Un employé les accueillit avec une délicatesse inhabituelle, comme si la richesse du lieu n'était rien en face de la valeur de leurs invités. Au bout du couloir, le jardin s'ouvrait. Gazon vert, tables décorées, fleurs et enfants qui commençaient à courir dans tous les sens, riant aux éclats. Cindy s'arrêta net. « C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu, » murmura-t-elle. Margarida s'avança, un grand sourire au visage. « C'est pour toi, Cindy. Joyeux anniversaire !» Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Paul resta muet, la gorge serrée. Elisabeth porta la main à ses lèvres, submergée. La fête ne faisait que commencer. Le jardin de l'hôtel semblait avoir été préparé par une main invisible qui connaissait le cœur des enfants. Le gazon fraîchement tondu formait un tapis doux. Des guirlandes colorées serpentaient entre les arbustes. De petites tables fleuries accueillaient des assiettes, des jus et des coupes de fruits. On avait installé un coin musique aux mélodies discrètes et, bien en vue, trônait un immense gâteau au chocolat entouré de mousse dans de petites verrines brillantes. Cindy se tenait droite, les mains jointes contre sa robe neuve, comme si elle avait peur de froisser le tissu. Ses yeux allaient de la table au gâteau, des fleurs aux enfants qui couraient déjà après un ballon. Paul restait un pas en retrait, encore intimidé par tant de beauté, tant de propreté, tant d'attention. Elisabeth, elle, regardait tout cela avec une émotion si forte qu'elle en avait le souffle court. Dans son esprit défilaient les mois d'errance, la fatigue, la peur du lendemain, et soudain ce jardin devenait la preuve que la vie pouvait, l'espace d'une journée, se rappeler de vous. Margarida arriva la première, un grand sourire au visage. « Cindy, joyeux anniversaire. Tout ceci est pour toi. » La fillette leva le menton, sans oser toucher à quoi que ce soit. « C'est vraiment pour moi ?»« Oui, » répondit Margarida, « pour toi et pour toutes les autres petites filles et petits garçons qui jouent aujourd'hui avec toi. » Hector rejoignit sa fille. Il salua Elisabeth et Paul avec respect, sans effusion, mais avec cette chaleur tranquille qui dit l'essentiel. Un maître d'hôtel, discret, vint demander si l'on pouvait commencer par les jeux. Une petite chasse aux couleurs, un passage sous des rubans, un lancer d'anneaux. Cindy finit par rire, puis à courir, puis à vivre cette fête comme si toutes les portes du monde s'étaient ouvertes en même temps. Quand la mousse au chocolat fut servie, Paul fixa la cuillère, hésitant. « Tu n'as jamais goûté ?» demanda Margarida. Il secoua la tête. « Jamais.
Alors aujourd'hui, c'est la première fois. La mousse était légère, fraîche, fondante. Paul ferma les yeux à la première cuillerée et un sourire large, presque enfantin, lui illumina le visage. Cindy fit pareil, se barbouillant un peu le nez, ce qui fit rire les autres enfants. Elisabeth se couvrit la bouche comme pour retenir un sanglot. Margarida la serra longuement dans ses bras. Puis vint le moment du gâteau. On avait planté des bougies dont la flamme tremblait au vent. Cindy se plaça devant, Margarida posa une main douce sur son épaule et Hector entonna, d'une voix grave, l'air universel des anniversaires. Cindy ferma les yeux, formula son vœu et souffla. La fumée monta comme un fil de soie, emportant le passé trop lourd pour laisser place à une promesse. Pendant que les enfants se régalaient, Hector s'approcha d'Elisabeth. « Madame, dit-il, votre fils a rendu mon portefeuille intact, alors qu'il aurait pu garder l'argent. Dans la situation où vous vous trouvez, ce geste dit tout de votre famille. Intégrité et dignité. » Elisabeth baissa les yeux, émue. « J'ai seulement essayé d'élever mes enfants du mieux que je pouvais. » Un homme, la cinquantaine élégante, s'avança à ce moment-là. C'était le superviseur de la chaîne d'hôtels, l'ami d'Hector. « Hector m'a tout expliqué, dit-il avec un sourire, et il se trouve que nous avons un besoin pressant à l'hôtel. » Il se tourna vers Elisabeth. « Nous venons de découvrir que la chef de l'équipe de nettoyage était impliquée dans de petits larcins avec 2 employés. Tous ont été licenciés. Nous devons reconstituer l'équipe et surtout nommer une personne de confiance à sa tête. » Il marqua une pause. « Madame Elisabeth, si vous l'acceptez, je souhaiterais vous proposer le poste de responsable des étages. Nous fournirons la formation nécessaire. Pour diriger, on a besoin de méthode, c'est vrai, mais ce qu'on ne peut pas apprendre, c'est le caractère, et le vôtre vient d'être prouvé par l'honnêteté de votre fils. » Elisabeth resta muette. Ses lèvres tremblèrent. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. »« Vous le serez, » répondit le superviseur sans hésiter. « Et nous serons là pour vous accompagner. » Paul regarda sa mère, puis Hector, puis Margarida. On lisait dans ses yeux une incrédulité joyeuse. Le monde, d'un coup, cessait de l'ignorer. La fête reprit, simple et belle, sans autre sophistication que le plaisir d'être ensemble. Les enfants couraient, riaient, Cindy serrait sa part de gâteau comme un trésor, et Margarida se prit à rêver d'une vie où chaque anniversaire du monde trouverait une table, un bouquet et un morceau de chocolat. Quand le soleil commençait à descendre, on offrit à Cindy un petit sachet de souvenirs, un livre d'images, quelques crayons, une poupée modeste mais neuve. Elisabeth remercia encore, et Hector, avant de prendre congé, glissa quelques mots au superviseur pour caler les détails d'embauche dès la semaine suivante. Dans la même journée, Paul et Cindy étaient inscrits dans une école proche de l'hôtel où Hector avait insistamment demandé qu'ils soient accueillis à partir du lendemain. En regagnant l'ascenseur, Margarida essouilla la larme qui menaçait de tomber. « Papa, dit-elle, je crois que je comprends enfin pourquoi tu n'as jamais voulu être seulement un millionnaire. » Hector inclina sa tête et son sourire dit l'essentiel. Faire du bien était la seule richesse qui grandit quand on la partage. Le lendemain, la ville avait un autre visage. Elisabeth se leva tôt, lava, repassa la robe qu'on lui avait offerte la veille, noua ses chevaux simplement et prit le bus vers la promenade littorale où se dressait l'hôtel. Elle s'arrêta un instant devant la façade, impressionnée certes, mais résolue. À la réception, on l'attendait, un badge, un planning, une formatrice souriante qui lui fit visiter étage par étage les couloirs feutrés, les lingeries, les protocoles. Elisabeth écouta, mémorisa, posa les questions justes. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était une place dans le monde. Dans un autre bus, Paul et Cindy serraient contre eux un sac d'écolier rempli de cahiers neufs et de crayons. Leur mère avait insisté, l'école d'abord. La directrice, avertie par l'hôtel, les reçut avec bienveillance ferme. Paul apprit qu'il pourrait rattraper son retard avec un programme adapté. Cindy fut intégrée à une classe où l'enseignante savait accueillir les enfants cabossés par la vie. Le soir, Elisabeth rentra chez eux épuisée, mais avec ce bon épuisement, qui n'a rien de l'usure, celui du travail juste. Elle avait déjà 2 idées d'organisation pour son équipe et une 3e pour suivre les stocks. Elle avait surtout le sentiment d'avoir commencé quelque chose d'important. Du côté d'Hector et de Margarida, le programme du voyage continua. San Diego, quelques haltes, la promesse lointaine d'un parc aquatique.
Mais rien n'égala plus la joie de la fête dans le jardin. Tout leur paraissait pâle en comparaison. Margarida se surprenait à chercher dans les rues soignées des visages à aider, des histoires à écouter. Elle gardait sur elle une petite enveloppe avec quelques billets, non pour se donner bonne conscience, mais pour être prête le jour où un Paul aurait besoin de 2 $. Un soir, alors qu'il dînait simplement dans un restaurant discret, Margarida posa la tête contre l'épaule de son père. « Papa, dit-elle, merci pour tout. » Hector, qui avait connu les bus bondés, les repas sautés, les matins sans café, se saisit de cette gratitude comme d'un présent. Il vit dans le regard de sa fille une étincelle qu'il espérait. Sa fortune avait bien changé de choses, la compassion de sa fille venait de changer le sens de cette fortune. La semaine suivante, Elisabeth prit officiellement son poste. Elle réunit l'équipe, se présenta sans rouler des mécaniques, rappela les normes mais surtout les valeurs. Respect des clients, soin des chambres, honnêteté absolue. Elle fit 2 tournées en binôme avec des employés plus expérimentés, nota de petits détails, une poignée qui coince, un linge à remplacer, un planning à équilibrer. Le superviseur suivait de loin, rassuré, son choix avait été bon. Paul, de son côté, découvrit que l'école n'était pas un monde fermé. Avec les bons cahiers, une place en classe et un regard qui y croit en vous, la vitesse de la vie change. Il raconta à ses camarades, un peu plus tard, l'histoire du portefeuille rendu intact. On lui demanda pourquoi. Sa réponse fut la même que le premier jour. Parce qu'il n'était pas à moi. Cindy fit à sa manière sa révolution silencieuse. Elle lisait, elle dessinait, elle comptait. Elle raconta à la maîtresse le jardin, les guirlandes, la mousse et le grand gâteau. Elle mima les bougies et le vœu. Elle dit que ce jour-là, elle avait eu 2 cadeaux, un anniversaire et un avenir. Quant à Hector, il reprit la route avec Margarida, mais elle laissa derrière lui plus qu'une carte de visite. Un réseau, un emploi, une confiance. Il savait que 2 $ avaient suffi à faire trembler un destin, non parce que l'argent était beaucoup, mais parce qu'ils avaient été offerts pour une voie, celle d'un frère qui voulait un gâteau pour sa sœur. Leur dernière matinée à San Diego se fit au pas lent. Hector s'arrêta sur une esplanade, regarda l'océan. Margarida glissa sa main dans sa sienne. « Papa, je veux apprendre à faire comme toi. Aider. Mais aider bien, pas seulement donner, accompagner. Alors, on commencera ensemble. Tu choisiras un projet et je te suivrai. » Ils échangèrent un sourire. Il y a des promesses qui ne demandent ni contrat ni témoin. Des mois plus tard, Elisabeth entra pour la première fois dans la salle du personnel avec un trousseau de clés et un tableau d'affectation qu'elle avait préparé elle-même. Paul avait rattrapé 2 niveaux en lecture, Cindy récitait ses tables de multiplication avec une fierté rieuse. On fêta l'événement d'une manière modeste. Un petit gâteau, 3 bougies et une mousse au chocolat qu'Elisabeth avait appris à faire avec la chef pâtissière de l'hôtel. La boucle, à sa façon, se refermait. Ou plutôt, elle s'ouvrait. Hector reçut une proto par message. Paul, Cindy, Elisabeth et au centre un gâteau. Il resta quelques minutes à la contempler en silence. Margarida derrière lui sourit. « Alors, répondit-il, on a fêté un anniversaire et on a changé une vie. » Il posa la photo sur la table, comme un cadre invisible. Par la fenêtre, le jour penchait. À l'intérieur, il faisait clair. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et regardez la prochaine histoire qui apparaît maintenant à l'écran. Elle vous émouvra sans doute tout autant. Bonne séance et à très bientôt.